Je m'appelle Abraham Kapotka. Pendant la guerre, j'avais le nom de Jean Collet. Et la différence entre moi et mes 92 kilos et quelques grammes de cendre quelque part en Europe orientale, cela a été le fait qu'il y a beaucoup de bonnes gens. On est environ 5000 enfants cachés en Belgique, beaucoup de gens qui sont mis en danger pour nous sauver. Pour moi, ça a été le prince Eugène de Ligne. Et je peux simplement le remercier pour tout ce qu'il avait en se mettant en danger pour nous. Heureusement qu'il y avait Belleuil pour beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants, des autres enfants. Il y avait des enfants du Gazélec, des enfants je ne sais quoi, des enfants de toutes sortes de background, qui venaient de toutes sortes de familles, des orphelins, de toutes sortes. Et le prince de Ligne a fait des merveilles pour ces enfants. Ça c'est certain. Et pas seulement les Juifs, il y en a d'autres qui avaient besoin de lui. Je n'ai pas de souvenirs. Bon, bien sûr que... Moi-même, j'ai été placé en janvier 1942 à la colonie du château de Belleuil. Et je suis resté jusqu'en septembre 1944. C'était pas facile, mais pour finir, on s'y sentait bien. On s'y sentait bien. Comme si vous avez à Belleuil, c'était un paradis sur terre. Un paradis sur terre. Ma mère, en ce moment-là, a dit, écoutez mes enfants, maintenant, il n'y a plus question de vous rester avec nous. C'est trop dangereux. Il faudra que je vous place. Vous vous considérez vous-même comme un enfant miraculé aujourd'hui? Oui. Nous disait que au moins à moi qui étais plus jeune, qu'on allait partir dans un château en vacances. Je suis née en 1933, juste l'année où Hitler est monté au pouvoir. Cette année, fameuse année. La guerre a éclaté en 1940. J'avais 6 ans. Et je me rappelle très bien du jour, le 10 mai 1940, parce qu'on a été réveillés par le bruit des bombes qui tombaient sur les gares à Bruxelles. Les Allemands avaient attaqué la Belgique. En 1940, il y a la guerre. Il y a la guerre, tout le monde est en panique. Mais au début, ils nous ont traités comme l'autre population civile. On n'avait pas de problème. Ils ont seulement commencé en 1941 avec l'étoile jaune, avec des restrictions civiles. On ne pouvait plus sortir après 6 heures, on ne pouvait pas se rencontrer.
Ils ont vraiment commencé avec nous en 41, 42. Quand les Allemands sont entrés en Belgique, les Juifs continuaient à vivre de la même façon que les Belges. Il n'y avait pas beaucoup de différence. Jusqu'en 1942, il y avait évidemment toutes les... comment on appelle ça, les lois anti-juives. On devait porter une étoile jaune, on ne pouvait pas aller à l'école, on pouvait aller dans certains magasins, etc. Il y avait tout ça. On laissait encore vivre. Mais une fois que j'ai mis l'étoile jaune, bien que tout le monde savait que j'étais juive, c'était comme si j'avais un signe de honte. Tout le monde avait l'air de se dégager de moi, de ne pas se rapprocher de trop. C'était tout à fait différent. Dès que j'ai porté cette étoile, c'était comme la nuit et le jour. Tout à coup, les amis que j'avais n'étaient plus intéressés à jouer avec moi. Les institutrices tenaient déjà à l'écart, me tenaient à l'écart. Ça avait complètement changé. Alors Vous vous sentiez discriminé? Je me sentais, je ne savais pas le mot discriminé, je me sentais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Comme si j'étais une espèce qui n'avait pas le droit, les mêmes droits que les autres gens. Je me sentais inférieure tout à coup. Tout à coup, j'étais second class citizen, you would say en anglais. Et pourtant, je ne savais pas ce que ça voulait dire en ce temps-là. Mais je me sentais tout à fait différente, comme je n'avais pas le droit d'appartenir au groupe des gens qui étaient devant moi. Et puis, il y a une histoire dans laquelle on demandait d'aller avec une étoile jaune. Je ne sais pas combien de temps je l'ai portée. Cela m'a d'ailleurs amusé, je me sentais un peu comme un shérif. Et puis, il y avait l'interdiction d'aller à l'école, ce qui m'a vraiment réjoui parce que je détestais l'école et j'étais le roi des cancres. Puis, ils ont commencé à la fin 41, l'année scolaire 41-42, on ne pouvait plus aller à l'école. On ne pouvait pas aller au cinéma, il y avait des signes partout. On ne pouvait pas aller au café, il y avait des signes. Comme ils disent maintenant dans le sud de l'Amérique, il y avait des signes no black, no negro law, no colored law. La même chose avec les Juifs. Je sais exactement ce que je sentais parce que je ressentais la même chose. On a sorti la loi que tous les Juifs devaient se mettre l'étoile et devaient se registrer. Tout le monde l'a fait parce que d'ailleurs c'était sous peine de mort de ne pas le faire. Nous avons reçu une lettre l'invitant à venir en Allemagne pour y travailler. L'invitant? L'invitant pour y travailler, qu'elle vienne avec un sac de vêtements, tout ça, pour faire le travail en Allemagne, pour aider l'Allemagne dans le travail. C'est pas elle seulement, il y avait des milliers de Juifs qui ont reçu ça, surtout des jeunes. Alors évidemment, ils ont commencé à déporter les gens de Belgique. Ma sœur a reçu une lettre de convocation qu'elle devait aller au travail, autrement toute la famille serait prise. Un jour, toute la maison était pleine d'angoisse. Mon frère et ma sœur ont reçu une invitation pour aller travailler en Allemagne. Ma mère est allée à l'association des Juifs de Belgique, à AGB. Il leur a demandé qu'est-ce que c'est. Ils lui ont dit, écoutez, vous n'avez rien à craindre, c'est simplement pour travailler. Elle a ramené mon frère et ma sœur à la caserne de Dossin. De là, ils sont partis ce que j'appellerais un grand trou noir. Ma mère est allée chez un docteur pour demander qu'il puisse lui faire un certificat que ma sœur était en mauvaise santé, qu'elle ne pouvait pas travailler. Ça aurait été trop dur pour elle. Aucun docteur voulait le faire. Nous n'étions pas riches. Nous ne savions pas donner de l'argent pour ça. Les docteurs ne voulaient pas le faire. Ils avaient peur des Allemands aussi, eux. Ils ont demandé à tous les Juifs d'aller se présenter à la gare, à la fameuse gare de Malines, qu'on allait les emmener dans des camps de travail. Et la plupart des gens eux-mêmes sont allés se présenter là-bas avec leur petite valise. Et le destin final, on sait que c'était Auschwitz et c'était l'élimination. Alors ma mère, avec des larmes aux yeux, et mon père sont allés la porter, aller avec elle à la gare. Elle a été dans le train. Et ma mère avait l'impression que c'était la dernière fois qu'elle allait la voir. Parce que le soir même, elle s'est mise à pleurer. Elle ne savait pas s'arrêter de pleurer et de sangloter. Quelques jours après, une carte est venue dans notre boîte aux lettres, qui était sale et tout ça. Ma soeur avait écrit en vitesse, « Maman, je ne sais pas où on va, on est dans un train qui va vers l'Est, nous ne savons pas où nous allons. »
Et elle a reçu la carte, et donc elle savait que c'était dangereux. Après la guerre, on a appris qu'elle est allée à Malines, et que de Malines, elle est partie à Auschwitz, où elle est morte immédiatement. Quand les Juifs ont commencé à comprendre que les choses n'étaient pas aussi simples, ils ont commencé à se cacher. Alors les Allemands ont commencé à faire des rafles. Ils venaient dans les maisons pour s'emparer des gens, pour les prendre dans ces convois. Quelqu'un s'est échappé de Auschwitz. Il est retourné en Belgique pour prévenir tous les Juifs de ne pas se laisser prendre, parce qu'ils ne vous prennent pas pour travailler, ils vous prennent pour vous tuer. Ils ont raconté des camps de concentration, ils ont raconté des ovens, ils ont raconté ce qui se passait, qu'on brûlait les gens. Alors ma mère a dit, ben non, c'est trop dangereux, on ne sait plus rester ici, il faut trouver une autre place. Courant de 1942, après le départ des premiers convois de Juifs vers l'Allemagne ayant reçu des nouvelles de ce qui se passait dans les camps, mes parents ont commencé à chercher des refuges. Ma mère a commencé à douter des Allemands. Après la carte qu'elle a reçue, elle dit, j'ai encore 2 enfants, toi et François, il faut vous sauver. Mes parents leur ont dit qu'ils auraient beaucoup plus d'opportunités de survivre si on était séparés, les gosses avec eux. Ils étaient, comme Jacques avait dit, cachés dans une mansarde, mais on ne savait pas combien de temps la guerre allait durer, et être avec 2 petits gosses dans une mansarde sans pouvoir se bouger, ça n'allait pas être tellement facile pour pouvoir survivre. Alors, ils leur ont proposé de nous emmener et qu'ils allaient nous cacher tout à fait d'une façon séparée. En 1940, on a habité à Anvers, jusqu'en 1941, je crois. Je me souviens bien, oui. Jusqu'à quand les déportations ont commencé, on a déménagé. On s'est dit, on ne va pas rester à Anvers, c'est beaucoup plus dangereux que Bruxelles. C'est comme ça que mes parents ont décidé d'aller habiter à Bruxelles. Au début, nous étions à Bruxelles et nous habitions dans une maison avec une autre famille, donc deux familles dans une petite maison, et on avait organisé une sonnette d'alarme pour que seules les personnes qui habitaient dans cette maison connaissaient. Et ça nous a permis de savoir si quelqu'un sonnait dans la sonnette normale, c'était quelqu'un qui nous ne connaissait pas. Et si c'était quelqu'un de nous, il sonnait à la sonnette d'alarme, dont le bouton était dans la caisse où on mettait la correspondance. Il y a une petite boîte pour la correspondance, et c'est là-dedans qu'il fallait pousser sur le bouton. Et ça nous a permis d'éviter une descente des Allemands dans la rue. Ils cherchaient... Un soir, c'était en été, il faisait assez chaud, tout à coup, il y a des gens qui criaient, les Allemands sont venus, viennent nous prendre. Et c'était ce qu'on appelait plus tard la rafle des Marolles. Et on entendait des gens crier, là, des Allemands qui défonçaient des portes, et des gens qui les sortaient, et tout le monde paniquait. Et nous étions dans le bâtiment où j'habitais, rue Van der Hagen. Il y avait 3 familles juives, et on attendait, on n'avait rien d'autre à faire. Et le concierge, il s'était assis devant la porte, toutes les lumières allumées, il regardait le spectacle. Et c'est pour ça que les Allemands ne sont pas venus nous prendre dans la maison. On lui avait demandé pourquoi est-ce que tu es sorti. Il me dit si je n'étais pas sorti, m'asseoir sur une chaise devant la porte, il serait sûrement rentré chez vous, vous attraper. Je suis sorti de la maison, je reviens, je vois devant notre maison rue du Houblon, 1958, un attroupement de gens.
J'étais un petit garçon de 6 ans à ce moment-là, devant ma maison. Alors, mes parents m'avaient dit, quand tu vois des soldats allemands, éloigne-toi. Il y avait des soldats allemands qui se tenaient, ils avaient une hache, ils essayaient de briser la porte de l'entrée de notre maison. Ils ont frappé, ils n'ont pas réussi à forcer la porte. Puis il y a une période d'angoisse. Chaque fois on entendait quelqu'un d'autre a été attrapé, celui-là a été attrapé. Une fois il y avait un couple qui avait deux petites filles, des juifs hongrois, avec lesquels je chahutais avec leurs petites filles. Une fois ma mère m'a dit bien on va leur rendre visite. On est allé là-bas et il y avait la petite voiture, il y avait un attroupement de gens autour d'une petite voiture et j'ai vu de loin comment sortaient les 2 petites filles et leur mère. Et puis on s'est retourné, on a dit bon, je lui dis bien, il faut fuir. Et tout à coup j'ai vu 2 bonhommes là, comme on voit dans les films, chapeau feutre, imperméable, qui se sont mis à aller lentement derrière nous. C'était comme une meute qui court après quelques animaux. Il y avait là-bas les travaux de la jonction, et qui n'étaient pas finis à l'époque. Et comme gosse, je jouais là-bas, c'était mon terrain de jeu. Je suis rentré par une entrée, je suis sorti par l'autre. Nous sommes arrivés à une petite pharmacie. Ma mère rentrée, ma mère leur a dit écoutez, ils sont derrière nous. Il leur a dit, il lui a dit écoutez, madame, il y a une porte derrière. On est sortis. Et c'est comme ça qu'on s'est sauvés. Moi, j'avais pris ça comme une histoire d'un jeu gendarme et voleur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va avec moi? Je suis seul dans le monde chez cette vieille maison puante, chez cette vieille bohémienne. Tout à coup, la porte s'ouvre, au milieu de ma mère apparaît. Donc les Allemands ont relâché vos parents? Non, non, je vais vous raconter, c'est justement ce que je raconte à mes enfants chaque année, c'est un miracle par lequel je suis resté en vie. Je vais dire ça tout de suite. Ma mère apparaît, elle me prend, mais Freundke, en yiddish on appelle Freundke, bien. Elle me prend, et elle court avec moi donc, dans cette mansarde qu'ils avaient louée. Et sur le chemin, elle m'a raconté ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ma mère rentrait à la maison, elle rentrait à la maison quand nous étions sortis, pour ma soeur et moi, elle n'a jamais compris pourquoi sa main, elle a poussé un verrou, un gros verrou de métal qui fermait la porte, qu'on ne l'employait jamais. Seulement, dans des cas où un ange lui a poussé la main pour fermer ce verrou, et c'est ce verrou qui a empêché les Allemands de pénétrer dans la maison. Et ma mère, en ce moment-là, dit, écoutez mes enfants, maintenant, il n'y a plus question de vous rester avec nous, c'est trop dangereux. Il faudra que je vous place avec des gens et on va vous cacher avec des faux noms et tout ça. Il faut que vous acceptiez parce qu'on ne sait plus rester ensemble. Mon père faisait partie d'un parti, et ce parti, en collaboration avec des Belges non juifs, ont organisé des endroits pour cacher surtout les enfants, peut-être des adultes aussi, mais surtout des enfants. Et c'est par cet organisme-là que nos parents nous ont cachés, mon frère et moi, nous ont fait passer à Belleuil. Je crois que c'était l'initiative de ma maman qui s'est liée d'amitié avec quelqu'un de l'innovation, et cette dame avec laquelle elle a parlé, c'était une vendeuse à l'innovation, et elle lui a parlé de ces 2 filles, que ne sait pas comment il faut nous aider. Et c'était une amie, cette dame, et elle avait une fille qui s'appelait Julienne, et cette fille, elle travaillait pour la Croix-Rouge. Et elle nous a aidés à aller à Belleuil. C'est grâce à elle qu'on a abouti à Belleuil. Puis, avec le temps, ma mère, je ne sais pas comment, elle a pris contact avec la résistance. Et là-bas, on lui a dit, écoutez, votre enfant, on va l'envoyer dans un home d'enfants.
et il faut qu'il change son nom. Alors elle est venue chez moi, elle m'a dit, dis-moi quel nom tu veux prendre. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le nom de Jean Collet. Et j'ai vérifié sur l'internet, il y a plein de Jean Collet, il y a même un Jean Collet qui est un footballeur en Belgique ou en France. Je me souviens très très bien d'arriver à Belleuil et que Madame de Train est venue nous chercher et elle nous a accompagnés jusqu'au château et voilà. Que quelqu'un est venu me chercher le soir. Une jeune femme, charmante, gentille, très douce, qui a dit que je m'appelais, je crois, que je me l'appelais Marcollet, que ce serait ça mon nom, que je ne dois jamais dire que j'étais un enfant caché et que j'allais aller dans une colonie. Je me souviens que ma mère pleurait, moi pas, et puis je me souviens que je suis parti en train. Oui, je me souviens d'être arrivé à la gare de Saint-Tron avec mon petit frère Raymond et d'être allé à Duras dans une charrette tirée par un cheval. Alors c'était André avec un curé qui sont venus nous chercher un soir et nous ont emmenés à Jacques et à moi. Et la façon, naturellement, elle nous disait que au moins à moi qui étais plus jeune, qu'on allait partir dans un château en vacances. Nous sommes séparés des parents. Une personne est venue nous prendre à une gare, je ne me souviens plus de la gare du Midi ou gare du Nord, je ne me souviens plus. Et elle nous a conduits, c'était une femme, et elle nous a conduits à Belleuil. Alors on est venu chercher chez mes parents et on leur a dit la situation. Et alors on est parti quelques jours après de la maison. On est allé, on nous a envoyés à Belleuil. C'est naturellement un sacrifice incroyable et indescriptible pour les parents qui ont un gosse de 3 ans et un autre de 10 ans, leur dire à une personne complètement étrangère qu'on ne connaît pas et qui ne vous dit pas où il va être. Le début a été très difficile et on a eu difficile à s'adapter. Par la suite, avec l'habitude, on a été très bien reçus et on n'a pas eu de problème avec le temps. Et de contact avec les parents, pas du tout. Vous n'avez jamais eu de contact avec vos parents? J'ai jamais eu de contact ni avec mon frère qui était donc ailleurs, et ni avec mes parents. Ce qui était le plus dur, c'était être hors de ses parents. Ça, c'était très, très dur. On n'était pas prêt à ça. Personne n'était prêt à ça. Ni les parents, ni les enfants. Ça a été terriblement dur. Je suis arrivé, je pense que c'était au bureau de l'œuvre nationale de l'enfance. Je pense qu'on m'a mis dans un autobus et je pense que c'était quelques heures plus tard, je suis arrivé au château du Prince de Ligne. À la descente de l'autobus, il y a tout à coup un problème. Il y a une femme qui s'est amenée chez moi, elle m'a demandé si j'étais wallon ou flamand. Il y avait une classe flamande. Et je ne savais vraiment pas quoi lui répondre parce que mes parents étaient polonais, ma mère de Varsovie, mon père de Jelechov. Moi, je suis né en Belgique. Je m'appelais, quelques heures plus tard, je m'appelais Avram Kapotka et tout à coup, j'étais Jean Collet. Et je ne savais pas s'il fallait que je dise que je suis flamand ou wallon. Mais il y avait quelqu'un,
une personne là, qui savait toute cette histoire d'enfant caché, qui lui a dit, écoutez madame, cet enfant il est francophone. D'abord, je ne parlais pas très bien le français et on croyait que j'étais une flamande parce que j'avais déjà appris le flamand à Anvers, mais je ne me sentais pas du tout bien parmi les enfants à Belleuil. Je n'avais pas tendance à aimer les groupes et je n'avais pas ce genre de discipline. Je n'aimais pas ça du tout. Et j'étais toute maigre et je ne voulais jamais jouer, je ne voulais rien. J'étais très malheureuse à l'époque. Est-ce que ça n'était pas trop difficile pour une enfant d'être, séparée de vos parents et deux, de vous retrouver comme ça dans un groupe de colonies? Je me sentais soulagée d'être dans un groupe. Je me sentais bien cachée. Les Allemands ne me trouveront pas là-dedans. Vous vous sentiez en sécurité? En sécurité. Dans le château, je me sentais tout à fait en sécurité. J'étais bien nourrie, j'étais propre. On nous donnait, quand c'était la Noël, on nous donnait des cadeaux, que j'ai pas eu, des cadeaux. Je me sentais en sécurité. J'avais pas peur pour moi, mais j'avais peur pour ma famille. Clémentine, avec Raymond Gorbitz, Henriette de Lidkerk, Henri Gorbitz. Donc mon nom Gorbitz avait été francisé en Gorbois. Oui. Et je savais que je devais être caché, mais en fait à Duras nous avons vécu la vie normale des autres enfants. Oui. Nous savions que nous sommes juifs. D'abord, on nous a changé le nom de famille. Alors, il y avait déjà un contraste entre le nom qu'on ne devait pas prononcer et le nom de famille. Alors, on vous disait cela, ne prononce pas ton nom de famille, ne parle pas yiddish, on vous disait tout cela, ne faites pas. Au début, on nous a dit qu'il faut parler le nouveau nom qu'on a adopté. Et il n'y a pas eu de problème à ce point de vue-là. Mais nous savions que nous étions juifs. Je savais que s'il fallait me cacher, on aurait besoin d'autres noms. Et j'avais justement fini le livre de l'histoire du père Damien, qui avait été soigné les lèpres, et qui lui est mort aussi de léprosie. Et j'admirais tellement que peut-être dans mon subconscient, je me faisais penser comme un lépreux. Peut-être pour moi, j'étais une lépreuse. Et qu'un homme comme ça pouvait soigner et aimer ces gens-là. J'ai dit, si jamais je change, je veux ce nom. Mais je ne voulais pas le faire Damien, parce que j'avais peur qu'il verrait que c'est faux. Alors j'ai fait de mien, j'ai changé. À Belleuil, on ne me connaissait pas comme juif. On ne connaissait pas comme juif. Non. C'était Van der Linde, et ça c'était gosse comme tous les autres gosses. Et là-bas, nous avons passé une crise parce que c'était un milieu tout à fait différent du milieu auquel nous étions habitués et on ne se sentait pas bien. Mais après, mettons, une dizaine de journées, petit à petit, nous sommes adaptés. Il faut dire que ces gens, les monitrices, étaient très gentilles. Et pour finir, nous avons admis ce genre de vie et on se sentait bien. Donc j'ai des bons et pas de bons souvenirs, disons. Donc il y a un drôle de mélange là, disons, c'est-à-dire que bon, donc je sais que j'étais avec des petits garçons et entre petits garçons c'était la lutte.
C'était la lutte pour être bien vu par la monitrice, pour recevoir bien à manger, pour recevoir les meilleurs morceaux. Donc il y avait une sélection naturelle qui s'opérait déjà là. Et pour avoir dans la promenade, rester près de la monitrice, qu'elle vous tienne la main à ce niveau-là. Je suis jamais arrivé, j'étais un excellent second, mais je n'ai jamais été en tête, disons. Voilà, je me souviens que c'était une lutte, mais bon, c'était pas plus grave que ça. Madame, quelle était votre approche par rapport aux autres enfants, vous juifs? Vous ne pouviez pas dire non. Que vous étiez juif. Mais vous savez quoi? On trouvait toujours un autre enfant juif. Moi, je savais. Je vais vous dire pourquoi. Les enfants juifs avaient toujours l'air tristes. On pouvait rire et rigoler, mais vous regardez les yeux des enfants, vous savez, cette personne est juive. C'est la tristesse dans les yeux. On savait. On ne disait pas, moi je m'appelais comme ça, dans ce temps-là j'habitais, on ne disait rien, on ne racontait pas le passé, mais on se rapprochait de ces gens qui on savait étaient comme nous, comme nous. La vie même a été très correcte, les monitrices ont été très correctes avec nous. On ne peut pas se plaindre. Alors, la première chose qu'ils nous ont fait faire, on est rentré au réfectoire, ils nous ont donné à manger. Et là il y avait un monsieur aux cheveux gris, très gentil, qui nous souriait. Et, bien, la bienvenue, manger, vous allez faire. Et les autres petites filles qui le connaissent, qui venaient peut-être pour la deuxième fois, se levaient et faisaient la génuflexion. Oh Monseigneur, merci Monseigneur. Je dis, qu'est-ce que c'est Monseigneur? J'avais aucune idée de ce que c'était un Monseigneur. Mais c'est comme ça que les filles l'appelaient Monseigneur. Et lui souriait, il n'a rien dit, il était tellement gentil, aimable, il ne faisait pas des airs, rien du tout, il était simple, un homme simple. On n'a jamais manqué de manger, pas du tout. C'était pas la grande chose, mais enfin. Moi, je me rappelle aussi, par exemple, avec des amis de 8 ans, 9 ans, on se levait, par exemple, pendant la nuit, et on allait voler des pommes. Quand on est arrivé, on logeait dans une des ailes, l'aile de gauche du château, au grenier. Il y avait des dortoirs. On s'appelait les éclaireuses. Parce que c'était groupé comme des scouts et les guides. Hein? C'était comme ça. On s'appelait les éclaireuses. Oui. Bon. J'aimais pas beaucoup. Mais voilà. Et on avait froid, parce qu'il faisait froid. On est arrivé en septembre. Oui, il commençait à faire froid. Et on avait peur des chauves-souris. Parce qu'on croyait qu'il y avait des chauves-souris parce que le toit était, c'était un toit, comme un toit de grenier, comme ça. Oui, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Mais probablement pas, mais on avait inventé qu'il y avait des chauves-souris, ça se met dans les cheveux, et tout ça. Enfin, on avait peur de ça, et on avait peur de toutes sortes de choses. Et je n'aimais pas du tout, j'étais très très malheureuse. Mais c'est très vague, les bonnes choses, il n'y en avait pas beaucoup. Non. Mais je dois dire définitivement, c'était pas un mauvais moment, mais pas du tout. C'était une vie agréable. On avait un uniforme. On couchait dans un grand dortoir. Et chaque matin, il y avait la douche, se laver les dents. Le grand plaisir que j'avais, c'est de prendre une douche tous les jours. Tous les jours, on nous amenait sur le côté du lac, le côté du château qui fait face au lac. Dans les caves, je crois, ils avaient arrangé des douches. Et nous prenions tous les jours une douche. C'était agréable comme tout, je me sentais propre. En plus de ça, tous les enfants étaient habillés du même. On recevait des vêtements qui représentaient le groupe d'enfants qu'on était. Les plus âgés avaient une autre couleur peut-être, mais notre groupe avait les mêmes vêtements. Donc je me sentais sauve parce que je ressemblais aux autres. Je faisais partie d'un groupe. J'étais plus une étrangère. J'étais une partie du groupe et ça faisait tellement, mentalement, c'était tellement... Vous n'étiez pas isolée. Je n'étais plus isolée, c'est vrai. Je faisais partie d'un groupe. Tout le monde habillé de même, tout le monde chantait les mêmes chansons. C'était comme des Girl Scouts. Un soir, on a entendu du bruit et alors on nous a annoncé que les Allemands venaient faire une inspection
en fait, il y avait eu un parachutiste, oui, je crois un parachutiste anglais qui était tombé dans le parc. Il recherchait ce parachutiste. Mais alors, le comte d'Outremont leur a fait voir toute la maison et nous a dit surtout ne les regardez pas. On se cachait sous les couvertures. Et une fois, je me rappelle que la nuit, il y a la Gestapo qui est passée dans les dortoirs et qu'ils regardaient les enfants qui dormaient, mais il n'y a pas eu ils n'ont pas pris d'enfants. Alors les enfants étaient au centre de l'orangerie. Oui. Ils étaient séparés du château. On n'a jamais eu faim. Et ça, c'est parce que les trois sœurs y veillaient. Je vois encore Clémentine, par exemple, aller chercher de la nourriture à vélo. Elles avaient des timbres de ravitaillement. Oui, ça, elles ont veillé à ce qu'on ne manque de rien matériellement. Oui. On manquait pas tellement de nourriture, mais la nourriture n'était pas bonne. C'était parce que il n'y avait jamais quelque chose qu'on aimait, hein. Non, ça non. Il y avait de la nourriture. Il y avait personne qui mourait de faim. Sauf moi, je ne mangeais pas. Je donnais mes tartines à ma sœur. Parce qu'on ne pouvait pas laisser, hein. On ne pouvait pas laisser des tartines sur la table après le déjeuner. Alors je les passais à ma sœur et elle les mangeait. Oui. Et non, elle avait faim, elle mangeait. Et moi, j'avais faim, mais je ne mangeais pas. Le château accueillait des sinistrés, des enfants de sinistrés. Donc il y avait le groupe d'enfants avec qui je suis arrivée à Belleuil, je ne crois pas étaient juifs, c'était des chrétiens, François et moi. Je suis devenu un catholique. Après les 2 ans, tous les jours d'aller à la messe, etc. Quand je suis revenu à la maison, pendant 1 an, tous les dimanches, j'allais à l'église. Jusque quand je suis rentré dans un groupe de juifs. On vous a demandé si vous vouliez Non. baptisé. Ça, je suis fâchée quand on dit ça, parce que c'est pas vrai. Ils n'ont jamais demandé qu'on devienne chrétienne. Jamais. Je l'ai fait parce que je voulais être comme les autres. Pas que j'y croyais tellement, mais je voulais être comme tous les autres enfants. Pouvoir jouer, pas me sentir triste, me sentir isolée, parce que je ne savais pas ce qui se passait avec mes parents, je ne savais pas ce qui se passait avec ma sœur. Bien que mon frère était là, je me sentais seule, je voulais faire partie d'un groupe, je voulais être comme tout le monde. Je m'étais rendu compte que ceux qui avaient fait leur première communion recevaient des beaux habits, recevaient mieux à manger, et pendant un jour, c'était les petits rois ou les princes charmants. Donc je me dis, je vais me faire baptiser ou faire ma communion. J'ai appris le catéchisme, je me souviens très rapidement. L'abbé était charmant, gentil, prévenant, ça c'est les souvenirs que j'ai. Et j'ai été baptisé, et pour ce jour-là, j'ai reçu effectivement de beaux habits, une nourriture tout à fait particulière, et j'ai l'impression que j'ai vu pour la première fois, ou la seule fois, le prince de Ligne, qui dégageait une impression de beauté, de bonté, de gentillesse. Et il ne faut pas oublier que c'était le premier homme mâle, à part le prêtre peut-être, mais bon, le fait d'être en soutane, à ce moment-là, on peut le prendre pour un être un peu ambigu, disons. Et donc le prince était le premier homme qui pouvait peut-être faire figure de père, et donc j'ai un très bon souvenir émotionnel et de tendresse devant ce personnage-là. Oui, et je crois qu'il m'a donné en main propre un crucifix, je ne sais pas si c'était de l'argent, un petit crucifix, dans un petit boîtier bleu foncé avec une petite agrafe, et j'ai gardé ça très longtemps jusqu'à ce que, comme j'ai beaucoup voyagé après, ça a disparu. Mais c'est ce souvenir qui m'a relié à lui. Mais je l'ai vu qu'une seule fois. Mais je suppose que l'effet que ça a fait, alors qu'il n'y avait pas de grandiloquence ni rien, il parlait d'une voix affable, douce, mais il y avait une telle générosité dans sa voix que c'est assez bouleversant, je crois. Alors, je me suis baptisée, j'ai eu la communion en même temps. On a fait la communion.
Et après, je dis, mais je ne me sens pas différente. Ça ne m'a pas changé. Je croyais que j'allais changer, j'allais devenir comme tout le monde. Une chrétienne, je vais à l'église, je suis comme tout le monde. Je dis, mais je me sens juive en moi. Je suis toujours là, je suis la même personne. Ça m'a fait un choc plus qu'autre chose. Je pensais que du jour au lendemain, j'allais changer. Rien du tout, rien du tout. Alors je me suis dit... Il avait tellement de sympathie pour les enfants, on sentait ça. Une telle gentillesse. Comme j'ai raconté que le prince lui-même venait goûter la soupe dans le réfectoire des enfants. Telle amabilité, vraiment c'était... On nous prenait à faire des excursions dans le grand parc. Je me rappelle qu'on prenait des œufs, des grenouilles, pour en faire des têtards dans l'école, pour voir comment les têtards se développent. Ils étaient très très gentils. Mais ils venaient voir les enfants de temps en temps. Ils venaient aussi quand il y avait des présentations que les enfants donnaient, quand c'était les fêtes de Noël et tout ça. Et aussi, on allait à la chapelle. Au lieu d'aller à l'église, parfois on allait à la chapelle privée du château. Et j'ai remarqué une chose, peut-être qu'il était gaucher ou quoi, parce qu'il faisait signe de la croix autrement que les autres. C'est la seule chose que j'ai remarqué avec lui. C'est ici que nous glissions sur le lac. Après, ici, je me rappelle aussi cet escalier-là, je me rappelle, c'était l'entrée. Quand je suis arrivé au château avec ma sœur, on m'a pris, nous sommes arrivés au château, et après une tutrice m'a pris, c'était la nuit, dans son vélo, et en marchant pour éclairer notre chemin, on a pris tout ce chemin jusqu'à l'orangerie. De temps en temps, on les voyait qui passaient. De temps en temps, le prince venait au réfectoire. Et il faisait semblant de goûter la soupe, là. Hein. Je ne sais pas si elle était bonne, mais je trouve qu'il faisait semblant de dire oui, c'est très bon. Comme ça, pour encourager les enfants à manger. Oui, oui, il aimait bien. Il était très, très gentil. Il était très aimable avec les enfants. Oui. Il avait l'air d'aimer son rôle là-dedans. Oui, un rôle important. C'était un homme très modeste. Il ne s'est jamais présenté lui-même comme un prince. Il n'a jamais dit « je suis le prince de Ligne ». Jamais. Il nous souriait, il était aimable, il nous a demandé si la nourriture nous goûtait bien, si c'était bon. Et il a même, de temps en temps, il venait au réfectoire goûter la nourriture pour être sûr qu'on donnait ce qui était sain et bon pour les enfants. Et puis, tout se passait lentement. On mangeait, on voyait le prince était un peu pour nous le bon Dieu. Et quand quelqu'un chahutait un peu trop, on lui disait « Oh, on va t'amener au prince », et le prince le grondait et tout se calmait. Et moi, je n'ai que de quelques souvenirs d'une monitrice que j'ai reconnue sur les photos et que j'aimais bien. Elle était très gentille. Et du château, et des jeux que je jouais avec le fils du prince de Ligne. Il y avait une barquette. Et on faisait le tour du château dans le cours d'eau, là. On s'est amusé à pêcher les carpes, on a essayé de les manger, etc. Ça, oui. Et on jouait, on courait comme des gamins de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans, etc. J'allais voir mon frère tous les jours, ça j'en rappelle. Le matin, il y avait des cours de français, je me souviens de la mythologie grecque, mais enfin il y avait sans doute d'autres matières de primaire. Oui, j'avais 8 ans et demi quand je suis arrivé. Oui, donc c'était des cours. Alors après le repas, je crois qu'on faisait une sieste. Et puis des activités de plein air, une promenade peut-être. On faisait des jeux. Parfois on allait dans la forêt. Il y avait des jeux
comment on appelle ce genre de jeu? Des jeux de forêt, des jeux de piste, des jeux de piste. Oui, on faisait ça. Ça, j'aimais bien ça. Oui. Est-ce que vous... De chercher des petites noisettes. Des petites noisettes, comment des frênes, des faines, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Oui, on ramassait ça. Oui, des petites noisettes triangulaires. Ça, je me souviens. Les activités étaient bonnes parce qu'il y avait au moins une demi-journée d'études et des occupations de groupe. J'aimais bien les feux de camp le soir. Parfois, quand le temps permettait, il y avait un feu de camp et on chantait autour du feu de camp et on lançait des pommes de terre dans le feu et on aimait ça aussi. Ça, c'était gai. Hein. Il y avait des présentations, de temps en temps, on avait un guignol qui venait, c'était bien. Non, le prince a tout fait pour que les enfants se sentent bien. Je me souviens qu'en hiver, il y avait moins d'enfants qu'en été, donc il y avait une centaine, je ne sais pas si c'est une centaine, mais on était beaucoup moins, et en été, on parlait de 300, 500, on était vraiment noyés parmi. Alors ce qui était très dur, c'est que beaucoup d'enfants recevaient de la visite, et moi j'en recevais jamais, évidemment, puisque ma mère qui était cachée, qui était femme à journée chez des Bruxellois, prenait... Est-ce qu'elle est venue une fois? Je ne sais pas, mais elle envoyait des colis. Donc il y avait des colis qui arrivaient dans un casier qu'elle ne volait pas, ces monitrices-là, elle prenait. Et le soir, quand on était gentil ou quoi, pour dormir, on devait se mettre la tête sous les couvertures. Donc c'était pas au-dessus, donc je me souviens qu'on était vraiment sous les couvertures. Et quand elle passait pour vérifier tout le monde, on pouvait juste passer et je lui disais, est-ce que je peux avoir un petit biscuit? Alors elle disait, je vais voir. Et alors elle allait voir, chacun avait son armoire, elle ouvrait, et s'il y avait des trucs, elle prenait, elle soulevait la couverture et elle les jetait à l'intérieur. Et alors je passais le soir à manger mon petit biscuit et à rêver de quand j'allais sortir de là, puisque je crois que ma mère m'a dit qu'elle viendrait me chercher. Quoi. Ta maman est venue à Belleuil? 2 fois. En 2 ans, elle est venue. Comment elle est arrivée, on n'a jamais su. C'est incroyable ce qu'elle avait, parce qu'on supposait qu'elle ne savait pas où ses enfants étaient. Alors, pendant ces 2 ans, elle est venue 2 fois. C'était formidable. Avant la libération, on apprenait aux enfants comment se préparer au cas de l'attaque. On faisait marcher dans les sentiers. Puis on disait, il y a une attaque. Les enfants se jetaient dans les fossés, à côté pour se cacher, pour se coucher, en cas d'une attaque. Comme ça, on apprenait à être précautionneux. Et puis, il y a eu le 6 juin, le débarquement, et avec le temps, on sentait qu'il y avait un certain changement d'ambiance. Et il y a eu un moment où tout à coup, on a dit aux enfants, écoutez, il y avait un petit bâtiment où en haut, il y avait une classe, en bas, il y avait une cave. Et on a dit, écoutez, tous les enfants, vous rentrez dans la cave. Toute la nuit. Et après, le matin, on nous a fait sortir. Il y avait à l'enceinte du domaine du château, il y a un grand mur qui borne la route. Et on est assis au haut du mur. Et tout à coup, on a vu de loin quand le convoi des camions américains qui arrivent. C'était formidable. C'était formidable. Il y avait des troupes allemandes on logeait dans l'orangerie et il paraît des troupes allemandes qui passaient par les chemins de terre et on les voyait passer. À un moment donné, ça a changé. Il y a des colonnes de soldats, je ne me rappelle plus si c'était des Anglais ou des Américains, mais on vivait donc une nouvelle période. Et ça, on a très vite accepté cette idée qu'on allait pouvoir rentrer en famille. Quand on nous a appris que les Allemands allaient se fuir, étaient en fuite, et les forces alliées approchaient, on nous a mis dans une cave, comme Abraham l'a raconté. Alors les soldats sont arrivés, ils ont arrêté leur convoi, ils sont sortis, ils ont pris les enfants, ils les ont élevés, ils les ont embrassés. Ils leur ont donné des bonbons.
on se sentait libéré. Dieu merci de ce cauchemar. On sentait quand même que les Allemands n'étaient pas loin et qu'il fallait se méfier, mais les Américains qui sont rentrés, c'était bouleversant. Hein. C'est, comment dirais-je, c'est le Messie, là, quand on les voit sur leur char, dans leur bateau, grand, chiquant, distribuant des plaquettes de chocolat, alors que le chocolat, c'était inimaginable. Prenaient les quêtes et les mettaient sur leur jeep ou sur leur tank. C'était un plaisir inouï. Et puis c'était des hommes aussi. Hein. On avait vu très peu d'hommes, en tout cas moi. Enfin, un peu tout le monde sans doute aussi. Et donc l'image, et je suppose fort que c'est peut-être à cause de cette image que plus tard, j'ai passé 5 ans aux États-Unis. J'avais envie, bon, à cause de mon métier, mais pas vraiment. Je suppose qu'il y a dû y avoir aussi une raison sous-jacente ou intuitive, pas pour remercier ce peuple-là, enfin qui en a quand même fait beaucoup. Mais un peu voir, c'est que ça voulait dire être américain. L'orangerie était devenue un endroit où on recevait des blessés de l'armée. Après la guerre, ça. Après la guerre, et on nous avait envoyés dans une des ailes du château. Alors on était juste en face des filles. Et ma mère voulait me sortir de Belleuil, me ramener à la maison. Et au château, on leur a dit, écoutez, madame, la guerre n'est pas finie, mais non, il faut mon enfant, c'est le seul qui m'est resté. Et j'ai quitté Belleuil au début de décembre. Et je suis arrivé dans une maison où ma mère vivait. Du point de vue économiquement, c'était très difficile. Et dans une maison plus ou moins délabrée dans le quartier des Marolles. Et lentement, je me suis remis à l'école normale, c'est rue de Rollebeek. Et tout à coup, il y a eu l'offensive des Ardennes. Et ma mère cherchait déjà une possibilité de me renvoyer à Belleuil. Et la guerre s'est terminée. Et après, il y a une chose qui est sur ma conscience. Je n'ai jamais essayé de contacter les institutrices et tous les bénévoles qui m'avaient caché à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens ont cessé de réfléchir à ça après la guerre. Chacun avait ses problèmes. Et je m'en excuse aujourd'hui. Vous en excusez, vous. Je m'en excuse, c'est sur ma conscience. Là, je suis cette triste petite fille avec beaucoup de cheveux. Et votre sœur? Ma sœur, elle là. Ça, c'est ma sœur. Et ici, je suis. Et ma sœur, la grande là. Avec le fanion. Elle aimait bien d'avoir le fanion. Je suis retournée à Belleuil pour montrer à mon mari là où j'étais, parce qu'il était curieux de voir ces endroits. Et je suis allée au syndicat d'initiative. Et j'ai dit, vous avez des documents sur les enfants qui ont passé la guerre ici? Et là, au syndicat d'initiative, vous m'avez regardé, on n'y a jamais eu d'enfants ici, madame, qu'on m'a dit. Je dis, comment il n'y a jamais eu d'enfants? Moi, j'étais eu d'enfants ici. Non, non, on n'a pas eu d'enfants. Voilà. Alors, du coup j'ai écrit une lettre au prince de Ligne, et j'en ai même le double, pour demander comment ça se fait qu'il n'y a pas, paraît que c'était, il voulait être discret, voulait être discret à ce sujet, je sais pas. J'ai cette lettre, je peux vous la montrer. Voilà. Et voilà la réponse. Et elle est arrivée très vite, hein. Votre lettre a reçu toute mon attention et je me permets de préciser l'un ou l'autre point. L'action humanitaire entreprise par mes parents pendant la guerre 40-45 était gratuite et ne demande ni publicité ni remerciement. C'est peut-être pour cela que vous ne voyez pas, lors de votre visite à Belleuil, d'indications concernant le foyer Léopold III. Il ne faut voir dans le manque de publicité aucun autre motif politique ou confessionnel. Soyez-en bien assurés. Je suis heureux de constater qu'après tant d'années, vous avez gardé encore le souvenir de votre passage à Belleuil. Veuillez agréer, je vous prie, madame, l'expression de mes sentiments très distingués. Et voilà, c'est le prince de Ligne. Quand mes parents sont venus nous voir après donc, cette libération, ils sont venus nous voir
Et le prince de ligne se promenait là, avec les enfants dans le jardin du château. Alors, mes parents me demandaient comment vous êtes content, ça va? Je dis oui, oui, oui. Après le prince est tourné, il dit, vous êtes content, madame? Vous êtes content de vos enfants? J'ai dit, maman, c'est le prince. Il faut lui dire merci. Il était tellement aimable, tellement gentil. Mon séjour à Belleuil était la meilleure partie de la guerre. Parce que c'est là vraiment que j'ai eu une bonne vie. Enfin, bien que je pensais déjà à mes parents, ma sœur, bien sûr. Mais ma sécurité était là. Je me sentais sauvée, vraiment, sauvée. Et c'était parfait. J'ai rien à redire, ou bien au contraire. Je remercie donc le mouvement de Belleuil qui a adopté des enfants juifs et qu'on a pu rester une telle période jusqu'à la fin de la guerre à Belleuil sans problème. My father is the luckiest man in America. He was born in Belgium. He lived in Mexico. And now he lives in America. Being two small kids, it was very unlikely to survive with our parents. At that time, our parents had to take the most tragic decision to save their children of certain death. Both Jack and I were sent to some orphanage under false name and to act as little Catholic children, and never to reveal our real names or religion. To aggravate the situation, our parents were not allowed to see us or to communicate with us. A tremendous burden came to Jack, 9 years old, not only to keep to himself the secret, be far away from his parents, but also to watch and take care of his little brother. Jacques, c'est votre anniversaire, vous avez 80 ans, c'est une magnifique fête. Mais en ce 80e anniversaire, est-ce que vous vous considérez comme un enfant miraculé, caché à Belleuil à l'âge de 8 ans? La seule chose que je peux vous dire, que je vous remercie au prince qui nous a sauvé la vie. Grâce à eux, pour finir, c'est grâce à ces gens qui organisaient ces activités, placer des enfants juifs dans des endroits qui leur permettaient de passer la guerre, que moi personnellement, mon frère et beaucoup d'autres enfants ont survécu la guerre et ce qui s'est passé dans les camps. Voilà. Je remercie donc le mouvement de Belleuil qui a adopté des enfants juifs et qu'on a pu rester une telle période jusqu'à la fin de la guerre à Belleuil sans problème. Je parle maintenant au prince. Je veux vous remercier pour avoir été le chaliard, comment on dit ça en français, l'envoyé de Dieu pour nous sauver la vie. Mais justement, madame, après des années comme cela, quand on songe à ce passé, quand on songe à Belleuil, quel regard portez-vous sur le prince de Ligne qui a quelque part mis sa vie en danger pour sauver beaucoup d'enfants? Quel regard portez-vous là-dessus? Si j'étais chrétienne, je dirais que c'est un saint. Un saint. Parce qu'il a été en dehors de ce qu'un homme normal fait. Il a été un philanthrope. Il a été en dehors de ce que les autres gens font. Je ne sais pas expliquer. Pour moi, il est sur un pédestal. Il mérite tous les honneurs qu'on lui fait. Parce que c'est un homme qui n'a jamais cherché la gloire. Il a fait de son cœur, il a fait ça, de son cœur, il a fait ça, pour l'humanité.
il mérite tous les égards qu'on lui doit, tous les honneurs. J'ai toujours pensé que c'était un homme en dehors des autres gens. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre comme lui. C'est un grand honneur pour moi de donner la parole au prince Michel de Dieu. C'est avec une profonde humilité que ma famille rend hommage devant l'indescriptible souffrance à laquelle chacun d'entre vous est associé de près, de loin, dans les mémoires et surtout à celles de tant d'absents qui ne sont jamais revenus ou qui ont quitté depuis.